Deuxième temps donc de cette capsule, construire et partager la connaissance. On vient de faire un balayage théorique du sens des grandes notions que nous allons aborder donc dans ce thème. Et maintenant, nous allons faire des petits rappels, balayages historiques assez rapides pour comprendre comment a pu évoluer à la fois la construction et le partage de connaissances. Je vais seulement maintenant dessiner des pistes, d'accord, rester dans la généralité. Tout ce que nous allons voir maintenant, nous allons l'approfondir dans le cadre des axes qui vont suivre. Grand A, des sociétés savantes à la communauté scientifique. Donc, on va ici s'intéresser particulièrement à la construction des connaissances. Je vous laisse lire les deux textes qui sont sous vos yeux, lire la question qui est proposée sous les textes et être capable de produire au moins dans votre esprit, si ce n'est au crayon à papier dans votre cours, une réponse à la question suivante. De quelle évolution rendent compte ces deux textes dans la manière dont le savoir a été produit? Comment a évolué la production de savoir? Et dès lors, selon vous, comment peut-on définir la notion de communauté scientifique? Faites pause. La correction à l'activité que je viens de vous proposer va nous permettre donc de faire un balayage rapide des grandes évolutions, des grands temps de la constitution d'une communauté scientifique. Alors, on dit généralement, vous avez travaillé ça en classe de seconde, que la science moderne, basée sur l'observation, l'expérimentation, Descartes, discours de la méthode, etc., la science moderne a été fondée au XVIIe siècle. Et cela correspond à la fondation aussi, en Europe, des premières académies savantes, donc toujours au XVIIe siècle. Ce qui change la donne. Jusque-là, la production de connaissances était plutôt le fait d'individus solitaires, qu'on pourrait qualifier de savants, c'est-à-dire de touche-à-tout. Un petit peu comme pouvait l'être, fin 15e, début 16e siècle, un Léonard de Vinci, qui était à la fois peintre, qui disséquait des cadavres, qui était ingénieur, etc., etc. À partir du XVIIe siècle, on commence à observer une spécialisation, c'est-à-dire que les non plus savants mais scientifiques vont se spécialiser dans tel ou tel domaine scientifique. Et puis, ces savants vont travailler de plus en plus main dans la main, par des échanges épistolaires, par des rencontres, mais aussi parce qu'au XVIIe siècle, la science s'institutionnalise. Les États prennent conscience de l'importance stratégique de disposer d'une communauté scientifique savante, on pourrait encore le dire comme ça à l'époque, importante et dynamique, et donc les États vont œuvrer pour fonder des universités. Les premières universités, elles apparaissent en Europe au XIIe, XIIIe siècle, mais on va les multiplier, et on va essayer d'y inviter vraiment les plus grands savants du temps. On va aussi fonder des académies scientifiques, chacune spécialisée, académie de géographie, académie de médecine, l'idée étant de créer des lieux dans lesquels des médecins, des géographes pourront se retrouver pour travailler ensemble et donc pour s'entraider. Alors, cette entraide a des limites parce qu'il y a aussi de la concurrence entre scientifiques, entre savants, mais l'idée c'est de s'appuyer sur les découvertes des uns pour que tout le monde avance plus rapidement. Et les États donc encadrent tout cela, ce qui facilite les rencontres, les échanges entre scientifiques. On parle alors de sociétés savantes. On est là sur des embryons de communautés scientifiques. Ce n'est pas encore la communauté scientifique, hein, on est sur des embryons. De plus, ces embryons, ils sont extrêmement nationaux. Hein, on va créer des sociétés savantes à l'échelle de telle ou telle monarchie, de tel ou tel royaume, ou de telle ou telle, plus tard, république. C'est pour cela qu'on va créer, par exemple, en 1857 en France, la Société chimique de France. Et puis donc, des sociétés savantes se constituent aussi à l'échelle parfois de régions comme l'Europe occidentale, avec des échanges épistolaires entre savants 18e, 19e siècle, notamment au moment de ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Au XXe siècle, ce processus s'internationalise. Et là, c'est vraiment l'émergence de la communauté scientifique telle qu'on l'entend aujourd'hui. On va avoir au début du XXe siècle notamment la fondation des premiers congrès scientifiques internationaux, c'est-à-dire de rencontres de scientifiques d'un même domaine, d'un même champ disciplinaire, mais venus du monde entier, alors du monde entier occidental, bien souvent. Mais c'est-à-dire qu'on va avoir des
congrès scientifiques internationaux, à la fois européens et puis Amérique du Nord. Comme ici en 1911, le premier congrès international de physique, qu'on appelle le congrès Solvay, du nom de cet industriel qui a financé ce congrès, auquel ont participé notamment Marie Curie, que vous avez ici, dont on reparlera beaucoup dans l'axe 1, et Albert Einstein, dont on parlera aussi ensemble dans l'axe 1. Ce congrès a permis notamment des avancées importantes dans un des champs de la physique qu'on appelle la mécanique quantique, mais on ne va pas s'attarder sur le sujet. Et puis au XXe siècle, on va avoir donc en plus de cette stimulation des échanges de connaissances à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, en plus de ça, on va assister à une uniformisation des méthodes scientifiques, et notamment de la méthode de validation des travaux scientifiques. Qu'est-ce qui fait qu'on va dire de tel ou tel article scientifique, de telle ou telle thèse, qu'elle a une valeur supérieure aux autres, et qu'on peut s'accorder pour en reconnaître l'importance dans l'histoire de telle ou telle science? Eh bien, c'est parce que les travaux des chercheurs depuis le XXe siècle sont systématiquement évalués par les pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire que quand un article qui entend renouveler les connaissances, par exemple en physique quantique, est publié, eh bien d'autres physiciens spécialistes de la physique quantique vont relire l'article et vont l'évaluer. Et la valeur de l'article en question, elle sera établie par un consensus, par le consensus des relecteurs. Et ce consensus scientifique, il aide à déterminer la valeur scientifique de tel ou tel article, de telle ou telle recherche, et même donc de telle ou telle revue scientifique. C'est comme ça qu'on classe l'importance, l'influence des différentes revues scientifiques dans le monde. C'est ce processus-là, comme l'illustre le graphique que vous avez ici, c'est ce processus-là qui est aussi à l'œuvre actuellement sur la plateforme en ligne Wikipédia. N'importe qui peut modifier un article, mais les articles sont systématiquement surveillés, relus, et quand il y a des désaccords sur tel ou tel point, telle ou telle affirmation de tel ou tel article, eh bien dans les pages débat, dans les pages discussion, vont s'ouvrir justement des débats, et on va ensuite établir une mise à jour entre guillemets définitive du passage de l'article par le biais d'un consensus entre les contributeurs de l'article Wikipédia en question. Je vous invite à prendre le temps de bien lire ce schéma pour bien le comprendre, et vous pouvez même le prendre et l'intégrer dans votre cours, parce que c'est un schéma qui peut possiblement être intégré à une dissertation et qui pourra en être valorisé, à condition, je vous le rappelle, que ce ne soit pas hors sujet, que ce schéma soit introduit par au moins une phrase, qu'on comprenne l'idée qui va être illustrée, l'argument qui va être illustré par ce schéma, et puis que ce schéma soit ensuite commenté. Et commenté non pas en 2 lignes, mais en quand même quelques lignes. Et tout ça peut faire donc l'objet d'une sous-partie. Plus récemment, on assiste dans le champ de la production de connaissances à, d'abord, premier point, une spécialisation, même une hyper-spécialisation disciplinaire. Autrefois, souvenez-vous, il y avait des savants un peu touche à tout. À partir du XVIIe siècle, on a commencé à avoir de la spécialisation dans des grands champs scientifiques, avec notamment des chimistes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on a des chercheurs hyper spécialisés. On n'est pas simplement biologiste, par exemple. On va être soit biologiste végétal, soit biologiste génétique, soit microbiologiste. C'est pareil dans le champ de l'histoire. On va être historien moderniste, historien antiquisant, et même à l'intérieur de ça, plutôt spécialiste de l'histoire culturelle, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, etc., etc. Autre grande évolution, permise notamment par un certain nombre de mesures dont on va parler maintenant, c'est le fait que la communauté scientifique, ou plutôt les, au pluriel, communautés scientifiques mondiales, il n'y a pas une communauté scientifique qui regroupe tous les scientifiques, mais il y a une communauté scientifique, encore une fois, des physiciens quantiques, une communauté scientifique des chirurgiens orthopédiques, etc., etc. Ces communautés scientifiques, notez absolument la définition maintenant dans votre cours, elle est fondamentale, cette définition. Ces communautés scientifiques, elles, s'autonomisent de plus en plus des États. Souvenez-vous, elles ont été créées, forgées à partir du XVIIe siècle progressivement par les États. Elles sont d'ailleurs encore aujourd'hui financées par les pouvoirs publics, mais elles ont tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire qu'elles entendent être libres de leur domaine de recherche. Et elles entendent qu'on ne leur impose pas les conclusions des travaux, de leurs travaux,
etc., etc. L'idée, c'est que les scientifiques soient libres de faire de la recherche dans telle ou telle direction et qu'ils soient libres de leurs résultats, que ces résultats ne soient pas imposés par une décision politique, mais qu'ils découlent bien des processus d'observation et d'analyse. Une des communautés scientifiques justement les plus autonomes et aujourd'hui les plus influentes, et là même le processus s'inverse, c'est qu'on a une communauté scientifique qui a été fondée par des États mais qui aujourd'hui s'impose presque aux États, c'est le GIEC. Le GIEC, souvenez-vous, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC a été fondé en 1988, il dépend de l'ONU, il a été fondé notamment sur une volonté initiative du président américain de l'époque, Ronald Reagan, mais aussi de la première ministre britannique, Margaret Thatcher. Donc on a un groupe d'experts, une communauté scientifique voulue, financée par des États, mais ce GIEC s'autonomise et ses rapports ont le pouvoir aujourd'hui, à minima, de provoquer des débats politiques et géopolitiques, mais même parfois d'infléchir sur les décisions politiques, sur les actions politiques de tel ou tel État. Le GIEC fait pression. Et donc là, on voit bien comment les communautés scientifiques s'autonomisent des États et même parfois s'en autonomisent tellement qu'ils sont capables d'influencer les États, de faire pression sur les États. Petite précision avant qu'on bascule sur la dernière sous-partie de cette capsule, avec le développement d'Internet, des NTIC, la communauté scientifique doit faire face à un défi qui n'est pas des moindres. Le savoir se démocratise. Nous pouvons tous, et on va le voir ensemble, avoir accès à un savoir pléthorique en quelques secondes, en quelques clics, et parfois aussi à du pseudo-savoir, à de la pseudo-science qui fleurit de manière assez importante sur Internet. Et la communauté scientifique en est parfois fragilisée parce qu'il y a cette idée que les scientifiques se mettraient d'accord ensemble pour produire telle ou telle connaissance qui assurerait leur intérêt. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus faux. Si un jour vous allez dans un colloque scientifique de n'importe quelle discipline scientifique, vous allez voir que les scientifiques débattent, se tirent un peu dans les pattes, qu'il y a des guerres d'ego, qu'ils ne sont pas toujours d'accord sur telle ou telle notion, tel ou tel concept, telle ou telle conclusion. Il n'y a pas de doxa scientifique. Ça n'existe pas. Par contre, il y a sur tel ou tel point des consensus. Et quand des personnes venues un peu de nulle part, non spécialistes des questions, disent « moi, je rue dans les brancards, je vais vous montrer que au-delà de ce que disent, par exemple, les historiens, au-delà de la doxa des historiens, moi, j'affirme que, exemple, Pétain a sauvé les Juifs de France », méfiez-vous de tout discours qui commence par « les spécialistes de tel domaine ont tort, nous mentent ». C'est généralement source de méfiance, à minima. Et justement, grand B, pour finir, on va maintenant s'intéresser non plus à la production de connaissances, ça c'était le grand A, d'accord, production de connaissances par les communautés savantes, les communautés scientifiques, supportées, soutenues par les États. Grand B, comment le fruit de ce processus actif, comment le fruit de la connaissance, comment en fait le savoir, circule-t-il? Quels sont les acteurs de la circulation de la connaissance? Quelles sont les modalités de la circulation de la connaissance? Vous avez ici 6 documents illustratifs et puis donc des questions. Je vous laisse lire les questions, je vous laisse regarder attentivement les documents, essayez de produire une réponse au crayon à papier si vous en avez le temps à ces questions, et puis ensuite la correction fera court. Il y a aujourd'hui différentes manières d'accéder à la connaissance et différents acteurs qui y participent. Alors pendant très longtemps, les principaux vecteurs de diffusion de la connaissance, vous les avez illustrés par d'abord ce document-là, mais aussi celui-ci, c'est l'école. Voilà. C'est l'école et puis l'université qui a permis la diffusion de savoir auprès des différentes populations, et puis les médias. Les médias, d'abord presse écrite, puis radio, à partir des années surtout 1930, puis télévision en Occident surtout à partir des années 1960, et puis aujourd'hui Internet. Et justement le développement d'Internet à partir des années 90, mais surtout à partir des années 2000, avec la diffusion des smartphones, donc de ces terminaux qui permettent en temps réel de pouvoir accéder à n'importe quelle information n'importe quand, le déploiement d'Internet donc, il permet aux citoyens qui y ont accès, j'insiste, qui y ont accès, il y a des inégalités dans cet accès, d'accéder n'importe quand donc à une quantité de connaissances, de savoir absolument pléthorique. Et la grande nouveauté grâce à Internet, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut à la fois être un consommateur de connaissances pléthoriques, mais aussi un producteur de connaissances.
en produisant des vidéos. Et sur Internet, chiffre qu'il faut noter, que je trouve vraiment invraisemblable, mais qui est important, les amateurs comme les professionnels diffusent tellement de connaissances, des milliards de capsules de production de contenu chaque jour, que, écoutez bien, pour la seule année 2019, 130 000 milliards de pages web nouvelles ont été créées et indexées par Google. Google, d'ailleurs, n'indexant pas tout ce qui est créé sur Internet. 130 000 milliards de nouvelles pages Internet indexées, recensées par Google en 2019. C'est absolument incroyable. On verra ensemble dans l'axe conclusif que ce n'est pas sans poser des problèmes d'un point de vue environnemental, du point de vue aussi de la sécurité, etc., etc. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, les acteurs de la diffusion de la connaissance sont multiples. Pendant longtemps, les acteurs, c'était les États, par l'école, par l'université. Aujourd'hui, les acteurs donc, sont multiples. Il y a aussi les scientifiques qui échangent entre eux, qui vulgarisent, notamment dans des revues de vulgarisation historique, grand public, comme Historia ou comme l'Histoire, pour ce qui est justement de la discipline historique. Et puis, il y a maintenant des non-spécialistes qui parfois se lancent dans ce grand bain, cette grande mission de la diffusion de connaissances, qu'on va appeler les vulgarisateurs, notion dont vous devez connaître la définition. La vulgarisation, ça désigne l'ensemble des processus qui permettent de rendre des connaissances pointues, accessibles à un public de non-spécialistes, à un public de non-initiés. Et ça, on le trouve particulièrement, vous le savez, sur Internet. C'est donc aussi le fait de scientifiques sur Internet, c'est le fait, je le disais, de particuliers, de citoyens. Et puis participent aussi à tout cela des acteurs privés, des entreprises, comme Amazon, qui aujourd'hui vend à peu près un tiers des livres en France, donc participe massivement à la diffusion de connaissances, mais c'est aussi le cas, on le verra ensemble, des géants d'Internet. Et les géants d'Internet qui d'ailleurs souvent travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs, avec des scientifiques, donc ça c'est aussi important de le noter. État, entreprises, scientifiques, citoyens particuliers, tous ces acteurs-là travaillent bien souvent en synergie, parfois en concurrence, parfois en coopérant les uns avec les autres, bien souvent, tout cela en même temps. Tension, coopération simultanée entre tous ces acteurs. J'insiste en AGGSP, il faut toujours raisonner en termes de tension, coopération, mais aussi toujours raisonner en termes de diversité d'acteurs. Quels sont les intérêts de tel ou tel acteur? Que fait tel ou tel acteur? Quelles sont les relations entre tel ou tel acteur? Tout ça, vous devez l'avoir à l'esprit, quel que soit le sujet, pas simplement sur la connaissance. Pour finir, quelques limites tout de même dans cette diffusion de la connaissance. Alors d'abord, on l'a déjà dit, mais c'est important de l'avoir bien à l'esprit, la diffusion de connaissances, la capacité aussi à la recevoir, elle dépend du niveau de développement. Et donc, elle est limitée par les inégalités économiques, par les inégalités d'accès, par exemple, à Internet. De plus, la connaissance est donc le fruit de tensions. Il y a de la compétition industrielle. Ça peut générer, on le verra ensemble, des conflits géopolitiques. Et donc tout cela vient poser des freins, des limites à une diffusion pleine et entière et totalement libre de la connaissance de par les frontières. Ça n'existe pas pleinement. Une autre limite d'ailleurs à la diffusion de connaissances par-delà les frontières, ce sont des limites culturelles et linguistiques. Il est difficile pour nous Français d'accéder à l'intégralité de la connaissance produite dans le monde slave, par exemple. De même, autre limite, je le disais, contenu pléthorique partagé, diffusé sur Internet, ce qui veut aussi dire contenu de qualité variable. Il y a de tout sur Internet, y compris de la pseudoscience et de plus en plus. Et puis enfin, une autre limite, c'est la mainmise de certaines grandes entreprises, notamment celles qu'on appelle les GAFAM, on en reparlera ensemble, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Meta maintenant, donc on pourrait dire les GAMAM d'ailleurs maintenant. Eh bien les GAMAM, ils ne sont pas les seuls, mais exercent une mainmise importante sur la diffusion des connaissances aujourd'hui auprès du grand public. Et ce n'est pas sans poser plusieurs questions, notamment d'ordre éthique. Cela soulève notamment la question de ce qu'on appelle la neutralité du web.
Je vous invite à aller voir cette vidéo, alors en passant par mon site internet ou en la cherchant maintenant, hein, vous avez une vidéo du Monde qui dure 3 minutes sur la neutralité du net. Je vous invite à regarder cette vidéo et à prendre quelques notes en guise de conclusion de cette capsule. Et si vous en avez le temps et la volonté, ça c'est accessoire, vous n'y êtes pas obligé, je vous invite à lire ce texte complémentaire publié dans Les Échos en 2018 qui porte aussi sur la question de la neutralité du net. Si vous avez pris des notes de manière active tout au long de cette capsule, notes que vous pouvez compléter en téléchargeant le cours introductif directement sur le site, et si en plus vous avez bien fait les différentes activités proposées tout au long de cette capsule, eh bien vous êtes armé pour que nous puissions ensemble, dès la prochaine séance, engager la découverte des différents thèmes, des différents axes liés à la production et la diffusion de connaissances. Merci pour l'attention qui a été la vôtre durant cette longue capsule. On se retrouve très bientôt